Salut et bienvenue dans cette 7e saison du podcast Filles Expat. Ici Kelly, ton hôte, comme toujours, et me revoilà en force pour continuer à te faire découvrir de nouvelles histoires de femmes qui vivent aux quatre coins du globe. Attache ta ceinture, c'est parti! Bienvenue à toi dans un nouvel épisode du podcast. Je vais m'adresser directement à mon invitée aujourd'hui, Caroline. La première fois qu'on a discuté ensemble, c'était en janvier 2023. Tu avais 35 ans et déjà à l'époque, ton parcours m'avait impressionnée. Toi qui viens d'une famille espagnole et qui a grandi à Montpellier, tu as suivi ton mari, rencontré au lycée, dans une vie d'expatriation que vous avez construite ensemble, en famille, étape par étape. 3 ans au Liban pour commencer, où vous vous êtes mariés, avant tout par amour, bien sûr, mais entre expats, on peut se le dire, pour faciliter également certaines démarches de visa. C'est là que votre fille est née, puis le Maroc, encore 3 ans, et la naissance de votre fils. Ensuite, cap sur l'Indonésie, puis Singapour, 4 ans dans chaque pays, et là, si j'avais bien compris, que des animaux, plus d'autres enfants. Ton regard de serial expat nous avait permis, lors de notre première conversation, de créer un épisode sur l'importance d'être ouvert d'esprit quand on s'installe dans un nouveau pays. Tu nous avais aussi partagé de nombreux conseils concrets. Donc pour celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller télécharger l'épisode numéro 86. Il vaut vraiment le détour et je vous ai mis le lien dans la description de cet épisode. Et ou devrais-je dire vous, voilà aujourd'hui en Arabie Saoudite. À chaque destination, vous allez trouver un nouvel équilibre, un nouveau rythme. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, d'abord à 2, puis à 3, puis à 4. Tu es infirmière de formation, un métier passion que tu as mis entre parenthèses pour accompagner ta famille dans ces grands changements de vie. Et tu as su te réinventer. Je suis pas certaine que j'aime vraiment ce mot parce que je le trouve quand même un petit peu extrême, mais je dirais de te challenger. Prof de français et d'espagnol, mais aussi responsable du recrutement et de la gestion des plannings des profs de langue dans une école à Singapour. Tu as trouvé une manière d'être présente pour les tiens tout en gardant un pied dans la vie professionnelle. Bref, une vie de famille nomade, faite de réinvention, d'adaptation, que j'ai hâte de redécouvrir avec toi aujourd'hui sans te faire répéter ce qu'on a déjà partagé ensemble dans le précédent épisode. Donc si on pouvait reprendre là où on s'était laissé en janvier 2023, est-ce que tu peux me raconter un peu ta vie à Singapour à ce moment-là et les discussions que vous avez commencé à avoir en famille avant d'accepter cette nouvelle mission en Arabie Saoudite? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Bonjour Kelly. Merci de m'avoir encore tendu ton micro. Et puis, donc, pour revenir sur le moment où on s'est laissé, donc ça faisait, quand on s'est eu, ça faisait presque 2 ans, enfin pas tout à fait 2 ans qu'on était à Singapour. Et ce qui était drôle, c'est que ça a d'abord commencé par mes enfants qui nous ont dit... quelques mois après, donc je dirais à partir du mois de mai, ça faisait vraiment 2 ans qu'on était à Singapour, et qui nous ont dit c'est quand la prochaine destination. Donc ça a commencé comme ça. Le syndrome des 3 ans qui approche les petits un petit peu plus tôt. Exactement, c'est ça. Donc du coup, on a dit pour l'instant il y a rien, et puis on espérait retourner en Indonésie, et donc on leur a dit ce sera peut-être un retour en Indonésie, mais finalement ça s'est pas fait. Donc après on a dit on est à Singapour. Et on pensait y rester plus longtemps. Mais c'est vrai que moi, personnellement, et là, je pense que c'est plus moi qui étais à l'initiative de ça, j'en avais un petit peu fait le tour de Singapour. Je voulais rester en Asie, mais je voulais pas forcément rester sur Singapour parce que c'était pas l'endroit coup de cœur, voilà. Enfin, je sais que c'est une super place pour plein d'expats, mais moi, ça me correspondait pas forcément, voilà. Enfin, je me disais, on fera 3 ans et après, j'aimerais bien autre chose. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, quand on a proposé l'Arabie Saoudite à mon mari, j'ai dit, fonce! Est-ce que tu seras à l'aise de partager avec nous ce qui te plaisait pas vraiment dans cette vie à Singapour? Oui. Alors, Singapour, c'est très joli, c'est trop aseptisé pour moi. Moi, j'aime les endroits qui sont un peu plus, roots ou un peu plus hors des sentiers battus. Tu vois, on a fait le Liban. Bon, le Maroc, c'était un choix parce qu'on avait notre fille qui était petite. On savait qu'on voulait un deuxième enfant, et c'était juste à côté de la France. Donc, pour nos familles, pour pouvoir faire ces allers-retours quand les enfants sont tout petits, c'était très pratique. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Et puis après, tu vois, l'Indonésie, c'était pas forcément l'endroit, à part Bali. Mais là où mon mari travaillait, c'était pas forcément les endroits hyper connus et hyper connus des gens. Et donc ça nous a beaucoup plu. Et puis Singapour, c'était moi je trouvais que c'est très joli, mais trop aseptisé, trop ordonné, trop de règles. En plus, on est arrivé dans un contexte particulier, c'était le Covid. Donc je pense que ça n'a pas aidé pour ma part à tomber amoureuse du pays parce que on nous contrôlait sur tout. Enfin, c'était pas la joie. Et puis après, je pense moi personnellement, j'ai pas eu la vibe qui m'a séduite, tu vois, l'énergie, je sais pas comment expliquer. Donc c'était très bien, les enfants, mon mari, eux ils étaient hyper bien,
Mais moi, je trouvais qu'on s'ennuyait un peu, quoi. C'était trop une vie. En fait, j'avais l'impression de vivre une vie un peu comme j'aurais pu vivre en France. Alors, je sais que ça va, peut-être, il y en a, ils vont me dire, oh, mais t'es quand même à Singapour. Mais c'était trop métro, boulot, dodo. La compétition dans les écoles à fond, que bon, moi, mes enfants, ils s'y plaisaient. Mais voilà, moi, je me disais, il faut faire, tu vois, les tuitions de ça, de ça, de ça. Il faut être le meilleur dans tout. Et c'était pas forcément ce que j'avais envie de... Enfin, j'ai pas choisi de vivre cette vie-là pour mes enfants dans ce contexte-là. Moi, je t'avoue que c'est une ville que j'ai jamais découvert. J'avais tendu mon micro à Betty. C'était Oui, l'épisode. je la connais. Ouais, Ah, elle tu est la connais? architecte. Ah, Ouais. génial. Ouais, je la connais. L'épisode numéro 55. Et c'est vrai qu'elle nous avait aussi partagé justement tous ces points sur le contrôle qui étaient pour moi très extrêmes. Et j'imagine Singapour un peu comme une ville de futur, un peu à la Black Mirror. Je sais pas si tu avais vu sur Netflix la série Black Ouais, Mirror, mais ouais, ouais. où tout est un peu contrôlé. Et j'ai pas trop aimé non plus l'admirant pour le Ouais, coup. donc ouais, je t'avoue que je te rejoins par rapport à ça parce que je pense que toi et moi, on aime bien le côté un peu route, c'est un peu le côté nature, etc. Authentique, en fait. Oui. Tu vois, authentique. Et j'aime le côté, enfin que tu vois, j'ai pas forcément retrouvé à Singapour, chaleureux des gens, en fait. Tu sais, c'est vraiment ce truc, tu sais, enfin, hyper plus à l'asiatique comme on pourrait l'imaginer et pas très friendly. Enfin, je sais pas comment dire, ouais, tu vois. Donc là, c'est ton mari qui un jour est rentré du travail et a dit j'ai une proposition pour l'Arabie Saoudite, ou est-ce que c'est lui qui a émis des vœux dans son entreprise? Alors en fait, ça a été un peu différent. C'est-à-dire que nous, on voulait repartir, on voulait rester en Asie, Ok. idéalement retourner en Indonésie. Parce qu'en fait, entre-temps, ma belle-sœur, sa sœur s'y installait avec sa famille. D'accord. Donc, on s'était dit pourquoi pas retourner et être avec les cousins. Mais ça l'a pas fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la boîte a eu une position un petit peu plus de localisation avec moins d'étrangers. Donc, ils voulaient plus des locaux dans les pays, enfin, surtout en Asie. Et donc, du coup, on lui a dit là, en termes d'évolution ou d'autres postes, on n'aura rien, il faudra rester à Singapour. Et donc, mon mari, il a commencé à chercher ailleurs. Et là, l'Arabie est en train enfin, avec la vision 2030, et l'ouverture qu'elle est en train d'amorcer. Voilà, eux, ils cherchaient vraiment plus des profils, voilà, dynamiques, internationaux et tout ça. Et donc, il y a eu des postes et bon, mon mari m'a dit, l'Arabie Saoudite, ça peut être une option. Let's go. Comment t'as commencé à te renseigner par rapport à l'Arabie Saoudite? Est-ce que tu connaissais? T'avais jamais mis un pied parce que c'est ouvert aux touristes. Non, j'avais jamais mis un pied. Non, Ils ont ouvert, je crois, au tourisme en 2019, donc c'est tellement c'est récent. ça. Ouais. Comment tu as commencé justement à amorcer ce nouveau projet? Alors, ayant vécu au Liban, j'ai des copines libanaises, enfin, tu vois, dans le monde un petit peu du Moyen-Orient. Et c'est vrai que je savais que ça avait quand même beaucoup changé. Donc, du coup, j'étais pas du tout, comment dire? Parce qu'en fait, quand on a quitté, avant qu'on quitte le Liban, on avait proposé à mon mari l'Arabie Saoudite. Et là, j'avais dit non. Enfin, j'avais dit, c'est pas possible. Et donc là, j'étais beaucoup plus sereine et beaucoup plus en phase, on va dire, avec le pays. Donc, j'ai commencé à me renseigner auprès, voilà, j'avais suivi aussi l'évolution du pays parce que j'avais des copines qui avaient aussi vécu. Et donc, je savais comment ça fonctionnait un peu. Puis après, maintenant, tu regardes, tu tapes sur Google et enfin, il y a plein de choses. Donc, sur l'Arabie, l'ouverture et tout ça. Donc, après, ouais, j'ai un petit peu cherché, mais pas trop, sincèrement. Je savais juste que ça avait changé. Et j'avais dit à mon mari, je pense que on va arriver à une période qui va être hyper intéressante parce que, en fait, c'est un moment qui, dans le pays, enfin, dans l'histoire du pays, je pense que c'est vraiment un moment de changement charnière, enfin, tu vois, une période charnière. Et je me dis, on a tout intérêt à être là à cette période, quoi. Enfin, ça va être hyper intéressant d'être là à cette période. Bah, clairement. Et De grands changements, en ouais, fait. période de grands changements. Est-ce que vous aviez eu le droit à comment ils appellent ça, un voyage de prospection pour aller voir avant de pouvoir accepter? Oui, on n'a pas toujours eu, enfin, on n'a pas eu ça, et c'était la deuxième fois, je crois, qu'on le faisait, parce que oui, en fait, la fille, c'est une femme qui a recruté mon mari là pour le poste ici. Elle lui a dit bon, il faut ça, enfin voilà, l'Arabie souffre de plein de préjugés, donc ça serait bien que ta femme elle soit dans la bonne vibe, quoi, parce que voilà, tu vas être là, il y aura du boulot, faut pas en fait, en gros, ce qu'elle voulait pas, surtout elle aussi en tant que femme. Elle lui a dit, je veux pas, en fait, que quand tu rentres, t'as en plus ta femme enfin, moi, je vais te mettre la pression au boulot, donc j'ai pas envie que quand toi, tu rentres, ta femme, elle te mette une deuxième, enfin, elle en rajoute et que elle se plaigne que ça va pas, que c'était pas ce qu'elle avait imaginé ou quoi que ce soit. Donc, Mhm. on y a eu droit. Et donc, on est venus en septembre, tous les deux. Et on a fait notre voyage, ce qu'ils appellent de reconnaissance. Bon, il faisait hyper chaud. Mais non, ça s'est super bien passé. Et je pense que voilà, on a été agréablement surpris.
Donc, on s'est dit que c'était cool, quoi. Enfin, que voilà, c'est sûr, on y allait, quoi. On venait. Quelle est la première chose qui, toi, culturellement, t'as peut-être surprise justement pendant ce voyage en septembre? Ah, culturellement. Alors, enfin, je pense que tu t'attendras pas du tout à ça. Mais en fait, quand on est arrivé, il faisait hyper chaud et je trouvais ça, enfin, ça n'a rien à voir avec la chaleur, mais il y avait plein d'enfants qui veillaient hyper tard le soir et je me disais, ah ouais, mais moi, mes enfants, ils vont pas tenir parce que moi, à 7h30, 8h, ils sont au lit. Et là, il était minuit et tu voyais des gamins qui jouaient comme s'il était 15h. Et donc, c'est plus ça qui m'a surprise. Et je me suis dit, ah, mais moi, ils vont pas tenir le rythme, mes enfants. Je m'attendais pas à ça, mais en même temps, c'est super intéressant parce que je suis pas maman, donc moi, enfin, mais je pense que ça m'aurait surprise aussi de voir des enfants jouer. Mais même moi, je me suis dit, mais moi, je vais pas tenir. Enfin, si, parce que nous, on avait un rythme assez asiatique. On se couche relativement tôt, on se lève hyper tôt. Et ouais, bon, donc moi, j'ai encore, tu vois, encore aujourd'hui, 5 mois après, j'ai encore du mal à être dans ce rythme de me dire, ouais, en fait, la vie nocturne, en fait, c'est la vie nocturne. Moi, je le dis là par rapport aux enfants, mais en fait, c'est cette vie nocturne qui m'a vachement surprise. Parce qu'en Asie, enfin, notamment à Singapour, 21h30, last order, dit 22h, ils te mettent dehors, quoi. Oh, waouh. Et là, alors on arrive au resto 20h30, 21h, et on était les premiers, tu vois. Et là, quand toi tu finissais de manger à 23h, c'est là où les gens arrivaient. Et tu te disais, oh, c'est cette vie nocturne, j'avais plus l'habitude. Ah ouais, clairement. Et justement, sur la thématique de l'enfant, est-ce que tu pourrais nous dire l'âge de tes enfants et comment vous avez abordé ces discussions avec eux pour les préparer à ce nouveau départ et cette nouvelle arrivée? Mon fils a 9 ans et ma fille a 11 ans, elle va avoir 12 ans là le mois prochain. Donc on leur a dit, alors en fait ils nous ont annoncé ça enfin on nous a confirmé ça pendant l'été. On était en vacances en France, dans notre maison dans le sud de la France. Et donc, on leur a dit, je crois que c'était le 14 juillet. Et parce qu'en fait, on attendait un moment où il y ait personne, parce qu'on voulait d'abord leur dire à eux avant d'annoncer à toute la famille. Et comme pendant l'été, on a toujours du monde qui vient dormir à la maison, que ce soit les cousins ou des copains de la famille, on avait attendu d'être tous les 4 et on leur a annoncé. Au petit déjeuner, on leur a dit, bon, ben voilà, on a reçu une offre, on va quitter Singapour. Donc, ils étaient plutôt sereins sur ça. Et on a dit, on va aller en Arabie Saoudite. Et en fait, au début, ils étaient hyper contents parce qu'ils connaissaient pas. Donc, ils ont dit, ouais, génial. Et en fait, je pense que le fait de l'avoir dit un peu après à tout le monde, le retour, le feedback des gens, c'est ça qui les a plus angoissés que eux-mêmes, en fait. Tu vois? Parce que oui, ils ont vu très serein sur, on va partir en Arabie, mais comme on aurait pu partir en Argentine, au Kenya ou je ne sais où, on était assez alignés tous les deux et sereins. Donc, ils ont pas senti d'angoisse, donc ils étaient contents. Mais quand ils ont parlé d'Arabie Saoudite, voilà, tu vois. Et là, en plus, on était en France, donc notamment en France, je pense que le feedback a été hyper moins positif. Et ça a commencé à les angoisser. Et je me souviens ma fille me dire, non, ça veut dire toi, tu vas pas pouvoir conduire. Il va falloir, enfin, tu vois, avoir on pourra pas faire ci, on pourra pas faire ça. Je dis, mais pas du tout. Attends, je dis, tu m'as bien regardé. Est-ce que tu penses que on vous enverrait dans un endroit comme ça si on pensait que c'était pas bien pour? Oui, mais un tel me dit ça, un tel me dit ça. Et bon. Donc, il a fallu un petit peu déconstruire les préjugés. Entre toi et moi, est-ce que tu as essayé de dire à ta famille ou à tes amis en France, justement, un peu séparément de tes enfants, écoutez, on va aller en Arabie Saoudite, faites attention aux mots que vous employez avec eux? Non, on n'a pas fait ça parce qu'on n'a jamais fait ça. Ouais. Et en fait, voilà, moi, c'est ce que je dis toujours. J'ai dit, vous avez une vision franco-française de personnes qui est toujours restées en France, ou quasiment. Oui. Donc, de toute façon, c'est ce que je dis à ma mère, je dis, il faut nous faire confiance aussi, tu vois. Enfin, je dis pas qu'on connaissait, mais on a un petit peu vu, on a un petit peu voyagé. Moi, mon mari, il a quand même voyagé quand il travaillait en France à l'époque. Il venait pour une autre boîte. Il était venu en Arabie Saoudite, donc il connaissait, il savait comment c'était. Et il a aussi suivi l'évolution du pays. Donc voilà, si on a dit oui, c'est qu'il y avait, enfin voilà, on n'avait pas l'intention d'envoyer ni nos enfants ni nous dans un endroit hostile, tu vois. Ouais. Mais nos familles avaient quand même l'habitude parce qu'à l'époque, quand on est parti, bon, on était que tous les deux, on n'avait pas d'enfants, mais quand on a dit on part à Beyrouth, tu vois, pour la génération de nos parents qui ont connu malheureusement la guerre civile, enfin ce qui s'est passé dans les années 80, bah déjà là ils nous avaient regardé avec des yeux, tu vois, ronds en disant mais pourquoi ça? Et donc, bon, voilà. Et puis après, on a voyagé dans la zone, hein. On est allé en Syrie, on est allé, on a fait la Jordanie, on avait fait le Qatar, on a fait plein de trucs, Dubaï, qui était pas à l'époque aussi connu et aussi à la mode. Donc, du coup, ouais, voilà. Enfin, je pense qu'ils savent, ils nous connaissent, hein, ils savent. Mais c'est plus, non, c'est vraiment les gens autour, tu vois, enfin, c'est même pas tant les parents. Ma belle-mère avait un petit peu peur.
Elle me dit, bon, c'est plus pour toi que j'ai peur. Et je dis, mais non, vous inquiétez pas, ça va aller. Mais voilà. Est-ce que tu te souviens, tes enfants, sur le moment, j'imagine qu'il y a eu de l'excitation, mais est-ce qu'à un moment donné, ils ont commencé à prendre, en dehors de l'Arabie Saoudite, mais plutôt de prendre conscience de ce qu'ils allaient peut-être perdre à Singapour, parce que tu disais que eux, ça leur a plu? Oui, ça, c'est quand on a commencé, tu sais, après, quand tu annonces aux maîtresses, donc ils ont fait leur rentrée en août, parce que la rentrée est un peu décalée. Ils ont fait leur rentrée mi-août. Et j'ai attendu fin août pour annoncer aux maîtresses parce que j'attendais que ce soit vraiment, qu'on soit vraiment sûr. Et en fait, après, tu l'annonces aussi aux copains, aux voisins. Et puis, en fait, après, les gens veulent organiser les farewell, tu vois. Et c'est là où, en fait, ils ont pris conscience. Je pense que pour ma fille, ça allait, mais pour mon fils, ça a été très difficile. Et puis, je pense qu'il a réalisé qu'il allait quitter un environnement qui lui était familier parce que lui, en fait, on est arrivé en Indonésie, il avait 1 an. Donc, il a connu que l'Asie. Et lui, c'est vraiment un petit asiatique, tu vois, dans sa façon d'être, même ses goûts alimentaires. Enfin, c'est vraiment, lui, il peut manger du riz toute la journée. Il adore les rice noodles. Enfin, c'est vraiment, non, mais voilà, tu vois, c'est vraiment, c'est le poisson. Enfin, tu vois, tout ça. Et je pense qu'il a pris conscience, mais c'était plus de laisser les copains, sincèrement. Et après, il m'a dit, mais je vais pas me faire des copains. Je dis, mais si, t'inquiète. Et voilà. Et on en a reparlé là il y a pas longtemps et je dis il me dit ouais mes copains ils me manquent, j'aimerais bien aller les voir mais il me dit je suis bien. Enfin j'ai des nouveaux copains donc ça va. Parlons-en justement de cette installation. Donc l'Arabie Saoudite, j'avais fait un épisode avec Laetitia, c'était en 2021 donc il date, c'était l'épisode numéro 47 et c'est vrai que elle nous avait déjà dévoilé pas mal de choses qui étaient en train de changer. Si tu veux, j'aimerais bien revenir sur certains points avec toi, mais avant de revenir sur ces points-là, j'aimerais te demander parce que je sais que tu l'as écouté l'épisode, qu'est-ce qu'elle a dit mais que tu n'as pas ressenti en arrivant ou à l'inverse, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Et après, on pourra peut-être aborder mes petits points. Je pense que, c'est assez, en tout cas, elle habite pas du tout dans la même ville que moi parce qu'elle est sur une ville côtière et en province, tu vois, comme on dirait en France. Et nous, on est à Riyad. Donc, je pense qu'il y a un peu de différence. Enfin, il y a quand même des différences. Mais, non, ce qu'elle a dit, c'est assez, c'est fidèle et je reconnais bien, l'Arabie dans lequel je vis aujourd'hui, par rapport à ce qu'elle a dit. En fait, c'est un pays qui est en train de s'ouvrir et de changer. C'est donc tu le sens que c'est surtout à Riyad, c'est la capitale, c'est hyper dynamique. En fait, on a l'impression que tu es un peu dans une fourmilière, tu vois, ça bouge énormément. Mais non, par rapport à ce qu'elle a dit, moi je trouve que c'est assez fidèle. Il n'y a pas eu de changement majeur, si ce n'est que ça a beaucoup construit. Il y a eu quand même beaucoup plus de. Là, tu vois, par exemple, maintenant, ils font des festivals à tour de bras. Je sais pas si, quand elle y était, il y en avait, notamment à Riyad. Et donc, là, en fait, on a des festivals de tout pour tout, de films, de musique, des choses qui n'existaient pas il y a 6 ans. Enfin, c'est incroyable. Elle, je sais qu'elle parlait, par exemple, j'ai pris comme note, elle parlait d'une forte influence américaine. Est-ce que tu la ressens, cette influence américaine? Oui, énormément. Oui. Ouais. Là, tu as des McDo, des Starbucks partout. Les Hardee's, toutes les grandes chaînes américaines, oui, bien sûr. Et justement, tu parlais de cette grande ville. Quand tu sors de chez toi, qu'est-ce que tu vois devant toi? Le désert. Donc de la roche. C'est un désert de roche, Riyad. C'est pas un désert de sable. Donc c'est de la roche partout. Et puis dès que tu vois là, cet après-midi, je vais amener ma fille, elle fait de l'équitation, donc on est obligé de sortir de la ville. Et puis on a 30 minutes de voiture. Et après c'est les chameaux. C'est vraiment des paysages. Ça pour le coup comme on peut les imaginer. Et au niveau des bâtiments, est-ce que c'est des grands buildings à la new-yorkaise ou est-ce que c'est plutôt des buildings un peu plus petits? Oui, il y en a beaucoup. Alors ils ont fait plusieurs quartiers comme ça. Donc il y a le centre-ville avec la Kingdom Tower qui est l'emblème un peu quand tu regardes de Riyad. Et après oui, il y a les quartiers d'affaires là où mon mari travaille. Et il y a un autre quartier assez moderne et là c'est des énormes buildings, c'est plus le côté financier, tu vois, plus Wall Street on va dire. Et oui, c'est des gratte-ciel, mais pas que. Donc dans ces environnements-là qui sont hyper urbains, oui. Mais après, sinon, tu vois, nous là où on habite dans Riyad, mais c'est dans un quartier qui est quand même en dehors du centre-ville. Et là, non, on n'a pas on n'a pas de tout, on n'a pas du tout. Donc c'est assez diversifié l'urbanisation. De toute façon, on accompagnera la sortie de ton épisode avec quelques vidéos qu'on fera en reel sur Instagram, bien évidemment, pour ceux qui veulent avoir une vue en image. Elle parlait que, donc tu disais, elle était sur la côte, Laetitia. Elle nous parlait qu'elle a été dans une zone sécurisée entre expats, mais quand on parlait d'expats, c'était pas forcément des expats francophones. Elle était avec des expats égyptiens. Elle était vraiment toute nationalité. Est-ce que c'est similaire pour toi? Oui, c'est exactement la même chose parce que en fait,
quand on dit l'Arabie s'ouvre au tourisme de loisirs, parce que le tourisme religieux, il a toujours existé en Arabie Saoudite, puisque c'est quand même là où il y a les villes saintes pour l'islam, donc la Mecque et Médine. Et donc, il y a toujours eu des gens du monde entier qui sont venus pour les pèlerinages, enfin, pour la période du pèlerinage et tout ça. Et il y a depuis toujours, ils ont toujours eu beaucoup de main-d'œuvre, que ce soit, comme elle l'expliquait très bien, hein, Pakistan, Bangladesh, Égypte aussi énormément. Il y a eu beaucoup de Libanais qui sont venus, Syriens un petit peu moins. Il y a pas mal de Jordaniens et de Palestiniens aussi qui sont là. Et après, des enfin, des Occidentaux, on va dire, avec beaucoup d'Américains, puisqu'il y a une influence américaine. Donc, en fait, il y a toujours eu quand même beaucoup d'étrangers dans la ville. Les gens se sont mélangés moins, je pense, que maintenant, mais il y a toujours eu énormément d'étrangers, mine de rien. Donc, c'est une ouverture qui est plus comme on l'imagine, nous, en Occident, mais au final, il y a toujours eu beaucoup d'immigration et de tourisme plus religieux, on va dire. De mouvement. Elle Ouais. nous parlait de porter un manteau qu'ils appellent, si je dis pas de bêtises, La abaya. l'abaya, pour cacher ses formes quand on est une femme. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu es obligée de porter? Alors, c'est pas du tout une obligation, comme elle le disait, mais je partage son point de vue. C'est un pays qui, pour moi, s'ouvre et donc en fait avec voilà, leur culture, enfin chacun a sa culture. Donc moi, oui, moi je la porte quand je sors. Alors si tu vois, j'ai une veste, mon manteau en hiver, j'en mets pas parce que voilà, c'est assez, enfin ça couvre, on va dire. Mais tu vois là, par exemple, c'est quand je suis habillée en t-shirt, comme ça, je mets juste ma abaya et je sors et je fais ce que j'ai à faire. Et bien sûr, je mets pas, enfin ni moi ni même ma fille. On met des shorts ou des jupes courtes, tu vois. Mais je te dirais même les hommes, même mon mari, tu vois, il fait attention à ça parce qu'en fait, tu sens que c'est pas du tout. En fait, c'est pas un habit qu'ils ont l'habitude, hommes ou femmes. Même les hommes, nous par exemple, Ariette, portent ce qu'ils appellent la thobe. Donc en fait, c'est cet habit blanc là qu'on voit même aux Émirats. Et en fait, les hommes la portent énormément et c'est l'équivalent. Tu vois, mon mari, quand lui, il la met pas, mais quand il va signer des contrats avec des clients locaux, eux, ils sont habillés comme ça parce que c'est l'équivalent pour nous du costard cravate. Enfin, tu vois, c'est avec la tenue, enfin, l'espèce de, oh, j'ai plus le nom en arabe, mais de foulard, tu sais, blanc et rouge qu'ils mettent avec comme un serre-tête noir dessus. J'ai plus les mots. Et ben eux, en fait, c'est l'équivalent de leur costard cravate. Donc ils viennent, ils sont habillés comme ça et pas ils t'honorent, mais ils s'habillent bien pour toi, quoi, tu vois. Donc on se doit de donner le change, pardon. Oui, clairement. Parce que ouais, donc là, tes enfants, est-ce que ta fille, parce que tu dis qu'elle a 12 ans, elle va avoir 12 ans, est-ce qu'elle aussi, elle doit cacher ses formes? Elle a pas de forme pour l'instant, pour être Ah, pas honnête, encore? mais non, pas encore. Mais elle aime bien elle aime bien le mettre parce qu'en fait, après, t'as des abayas qui sont, enfin, je pourrais te prendre en photo des abayas, t'as des abayas qui sont hyper jaunes et en fait, ça vient terminer une tenue, tu vois. Donc non, elle aime bien. Puis quand elle va au mall avec ses copines, elle la porte toute parce que bon voilà, je pense qu'elles aiment bien se donner aussi un style. Je penserais plus pour elle à son âge, mais je pense qu'il y a aussi cette volonté de respecter. Puis en fait, t'as pas envie qu'on te regarde bizarrement. Tu vois, ma fille, elle a les cheveux comme moi, mais blonde. Donc tu vois, on la voit et bon voilà, je pense que ça suffit. Elle a pas besoin de se faire plus remarquer. Enfin, elle a pas envie d'attirer plus le regard comme ça. D'ailleurs, tes cheveux qui sont mais tellement magnifiques. T'es pas obligé de mettre un voile, t'es pas obligé de les Non, attacher. Tu peux non, les non, non. laisser Ça, telles quelles. Avant, c'était obligatoire, mais plus maintenant. Donc, non, moi, je porte pas. Moi, je Mhm. sors comme ça et je mets juste ma abaya par-dessus. Est-ce que tu dirais, comme Laetitia, que quand vous êtes arrivés, vous vous êtes sentis accueillis par l'Arabie Oui. Saoudite? Oui. Oui. Alors, par contre, je pense que c'est vraiment dans la culture du Moyen-Orient, ou genre, je sais pas si on peut dire Moyen-Orient ou bédouine ou quoi que ce soit, mais l'accueil est juste magnifique. C'est vraiment, oui, tout à fait. Oui. T'as jamais eu une situation où tu t'es sentie mal à l'aise, ou est-ce qu'un de tes enfants s'est senti mal à l'aise, ton mari? Jamais, jamais. Et je pense que j'ai eu plus de problèmes, de situations déconvenante en Europe que ici, jamais. Parce qu'il y a un certain respect, tu vois, le fait d'avoir été très séparés entre les hommes et les femmes. Du coup, il y a quand même encore, tu vois, cette pudeur, je dirais. Enfin, tu vois, je trouve que il y a beaucoup de pudeur entre les hommes et les femmes, donc non, non, pas du tout. Ouais, parce que ça va prendre du temps à déconstruire, justement. C'est seulement depuis quelques années qu'ils ont justement ouvert tout à la mixité. Ouais, tout à fait. Mais après, donc il s'ouvre, mais tu vois, le prince héritier MBS, là, Mohamed Ben Salman, a dit qu'ils allaient s'ouvrir mais qu'ils n'allaient pas s'occidentaliser. Et ça, il le répète à chaque fois. Donc ce sera une ouverture, je pense, mais différente. Voilà. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Non, bien sûr. Ah non, tout à fait, exactement.
exactement. Et puis, je trouve que c'est bien de pouvoir être fier et de mettre en avant aussi sa propre culture parce que, enfin, toutes se valent. Il y en a pas une qui vaut moins que l'autre. Clairement, clairement. Donc si aujourd'hui quelqu'un qui nous écoute et justement se voit offrir une proposition pour s'installer en Arabie Saoudite, qu'est-ce que tu aimerais lui dire comme conseil? Alors, je pense que si c'est quelqu'un à qui on propose l'Arabie Saoudite, je me dis, en tout cas dans les grosses boîtes, ils savent ce que c'est, ce que ça représente pour les sociétés de manière générale. Donc, il y a pas, enfin, il y a pas à hésiter. Est-ce que tu veux revenir d'ailleurs justement sur cette installation? Comment tu trouves un appartement? Est-ce qu'on vous aide? Est-ce que c'est l'entreprise qui vous accompagne dans toutes ces démarches? Alors oui, ici, tout à fait, on a été aidés parce que, bah, si tu es avec des agents locaux, tout le monde ne parle pas l'arabe, hein, donc c'est pas toujours évident. Mais oui, on a été accompagnés par la boîte, donc on avait une agence qui s'occupe, enfin, et ils ont des personnes qui sont des personnes ressources pour te mettre en contact avec des agents immobiliers. Ou si moi par exemple, j'avais recherché des écoles pour mes enfants, et si tu lui dis, bah j'ai shortlisté ça, j'aimerais bien aller les visiter. Ils t'aident dans les démarches pour prendre les rendez-vous auprès des écoles pour visiter. Ouvrir un compte en banque, c'est pareil si tu as besoin d'eux. Nous, on n'a pas fait appel à eux pour ça. Moi, j'avoue que maintenant que je connais un petit peu comment ça fonctionne, les différents pays, j'avais déjà contacté des agents immobiliers et j'avais déjà contacté les écoles. Donc, ils m'ont juste aidé à faire le lien pour prendre le rendez-vous. Mais en fait, j'avais déjà contacté et je m'étais déjà mise en relation avec les écoles notamment. Et j'avais visité aussi en amont, enfin, avant d'être, parce qu'en fait, c'est souvent la boîte, c'est 2 jours, ils payent pour 2 jours. Et moi, j'en étais venue une semaine, donc j'avais déjà visité, moi, toute seule de mon propre chef, des maisons, enfin, des logements et tout ça. Est-ce que tu cherches tout simplement sur Google ou est-ce que tu vas demander dans des groupes Facebook ou d'autres Non, expats? moi, je regarde sur Google et voilà ce qu'il y a de, ouais, je fais plein de recherches. Alors, je fais en français, en anglais. Et je regarde ce que j'arrive à croiser. Oui, puisque tu parles pas l'arabe, à ce que je sache. Peut-être? Alors, si, un petit peu, Si? parce qu'on a vécu, Ok. ouais, on a vécu au Liban. Donc, moi, mon mari parle très bien arabe aussi maintenant, parce que nos 3 années au Liban, on était un peu, tu sais, dans le même état d'esprit que toi quand t'es arrivé. On veut pas de français, c'est bon, si c'est pour vivre avec des Européens ou quoi, on reste en Europe. Donc, en fait, on a eu que des copains libanais, enfin, des amis libanais. Et donc, ben, ouais, on a quand même, si, on a appris, ouais, si. Ah, Puis, génial. le travail aussi. Mais c'est quand même différent. Et là, tu vois, je prends des cours, je vais à la fac, à la grande université pour femmes de Riyad, et je prends des cours pour apprendre plus l'arabe classique d'ici et le lire et l'écrire. Ouais, ce qui est pas une langue facile, hein. Non, c'est pas du tout facile. Et puis bon, surtout quand tu arrives enfin, à mon âge là, tu vois, tu sens bien que le cerveau il est pas, il est pas aussi souple. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est ce que je dis à mon mari. Franchement, j'en ai marre de me voir comme une analphabète, là, de voir les panneaux et d'être là et de pas savoir lire. Et ça m'énerve, en fait. Ouais, c'est frustrant. Ouais, exactement. T'as pas envie de sortir à chaque fois ton téléphone Google Translate, là? Moi, c'est ce que je fais pour les Ouais, menus quand je comprends pas, mais ouais, bon. exact. Ouais, c'est ça. Et puis je me dis, attends, quand même, tu vois, enfin, on a décidé de venir vivre ici. Bon, ben voilà, il y a des efforts à faire. Ça fait Ouais, pas, et ça en clairement. fait pas. Donc, Et justement, tes enfants qui disaient, mais je parle pas l'arabe, est-ce que eux, du coup, là, à l'école, ils suivent aussi des cours? C'est plus facile pour eux? oui, parce qu'ils sont dans une école internationale, mais les écoles internationales, pour avoir le droit et l'accréditation par le gouvernement, elles sont obligées de faire de l'arabe. Donc moi, ils ont arabe. C'est pour ça qu'on a choisi cette école parce que c'était plus intensif que les autres. Donc ils ont 1 heure par jour d'arabe. Et oui, ils ont quand même, enfin, ils arrivaient de rien du tout. Et parce que eux, en fait, même ma fille, si elle est née quand on était au Liban, on est parti, elle avait 16, enfin, elle avait 1 an, donc elle parlait pas. Et donc du coup, non, ils ont vachement progressé. Ils sont bien meilleurs que moi, tu vois, en écriture et en. Donc eux, ils m'aident pour lire. Moi, je peux parler, j'ai moins de mal, mais pour lire, ah oui, j'ai besoin de mes enfants, quoi. C'est mes petits Google Translate. Qu'est-ce qui est écrit là? Ouais, la patience est le mot d'ordre et détermination, tu vas y arriver. Exactement, et c'est ce que je leur dis parce que parfois, quand c'est difficile, je leur dis oui, mais ça fait partie des choses et je pense que c'est très bien qu'ils apprennent petit ce genre de choses parce que en fait, en grandissant, tu te dis il y a zéro barrière et qu'en fait, oui, c'est juste une étape pour arriver à ton objectif, tu vois. Donc là, ça fait combien de mois? Je sais pas si on l'a dit, quand est-ce que vous êtes arrivés. On est arrivé fin octobre, donc ça fait 5 mois. Comme je l'ai dit dans l'introduction, toi, t'as su t'adapter à chaque fois, prendre le temps de bien vous installer, essayer de voir professionnellement ce que tu allais faire. Est-ce que tu es dans cette phase justement? Est-ce qu'il y a des remises en question et comment justement tu prends ce temps pour prendre du temps aussi pour toi et sur peut-être comment occuper tes journées? Moi, je savais que je voulais pas travailler tout de suite, et puis j'avais cette frustration par rapport à l'arabe, enfin local, on va dire le dialecte. C'est pas un dialecte, mais c'est vraiment l'arabe classique d'ici.
et lire et écrire. Donc du coup, j'ai dit à mon mari, il me faut des cours. Enfin, ça, je peux pas faire l'impasse sur ça. Donc là, je suis dans cette phase-là. Et après, oui, j'ai pas mal d'idées pour la suite. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Je prendrai l'opportunité qui sera la plus, oui, qui se présentera en premier, qui sera la plus simple pour moi. Mais j'ai pas mal d'idées. Donc soit je retourne en tant que infirmière. Donc ça, c'est le métier que je connais et je me dis bon, ça peut être, tu vois, avec des filets de sécurité parce que je connais le métier, même si c'est quand même différent ici à mon avis. Soit je peux redonner des cours comme j'avais fait à Singapour. Après, j'ai un autre projet, c'est comme l'Arabie s'ouvre, je me dis que peut-être, enfin, tu vois, j'ai rencontré du monde et je pense que ça pourrait le faire. Ils ont cette volonté en fait de s'ouvrir au monde et ils ont besoin de gens pour promouvoir. Par exemple, tu vois, pour les francophones ou les hispanophones dans mon cas, ils ont besoin de personnes ressources Oui. pour aider à faire, tu vois, ne serait-ce que tu travaillerais pour le gouvernement, faire des plaquettes touristiques et savoir comment aborder parce que un Espagnol, un Français, il va pas être sensible pareil qu'un Norvégien ou qu'un Coréen, tu vois. Enfin, donc ces choses-là, ils ont besoin de personnes ressources et ça, je pense que ça pourrait être hyper intéressant. Et sinon, j'ai ma cousine qui monte une boîte à Dubaï et pourquoi pas ouvrir une antenne ici à Riyad. Ça pourrait marcher. Ah oui, donc il y a plein Ouais. plein d'options. Exactement. Donc je ne me ferme aucune porte et on va voir. Ouais, mais du coup, justement, le fait que tu as toutes ces options qui sont là devant toi, comment tu les gères? Est-ce que pour l'instant, tu te focuses sur l'arabe et t'attends de voir ce Ouais, qui... en fait, voilà, exactement. Bon, en fait, si tu veux, je me dis, il faut que j'y aille étape par étape. Et là, il faut que je maîtrise l'arabe parce que, en fait, peu importe ce que je veux faire, il me le faudra. Ça, c'est non négociable. Et après, je verrai. Donc, si j'arrive à, je sais pas, hein, jeter une bouteille à la mer avec le gouvernement et que ça fonctionne, j'irai. Si avec ma cousine, on sent que c'est le moment, qu'elle est à Dubaï, elle a réussi à bien poser le truc et que ça peut être aussi, ça peut marcher ici, on le fera. Et après, si je trouve pas, je me dis, infirmière, c'est aussi quelque chose que je connais avec le côté nouveau par rapport à la culture et la langue. Et pourquoi pas aussi. Donc après, tu vois, je me dis, je peux faire aussi plusieurs choses en même temps. C'est pas parce que c'est pas non plus fou de se dire ça. Et là, j'espère, en fait, je me dis, j'aimerais bien faire plusieurs choses en même temps. C'est bien, mais après, tu vois, comme on disait, on aime bien aussi faire du sport, prendre soin de ça, de soi, Oui, tu c'est vois. sûr, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, je me dis, ça peut être un temps aussi parce que, tu vois, le gouvernement, il va pas avoir besoin de ressources tout le temps. Ma cousine, on va monter un truc, donc on sait quand on monte quelque chose, ça demande prend du beaucoup temps. d'énergie, mais on a aussi peu de résultats tout de suite. Donc, et puis je me dis, tu vois, tu travailles au gouvernement, tu as besoin de monter une boîte ici, tu vois, ça peut aussi être des passerelles. C'est clair. Ouais. En plus, enfin moi, ce que j'adore dans ta situation, c'est que par rapport à tous ces projets, déjà ils sont assez divers, mais c'est que tu te mets pas une pression financière, donc du coup tu peux vraiment, Voilà. voir qui te donne des papillons au ventre, quoi, comme on dit, qu'est-ce qui t'excite et qu'est-ce qui va peut-être marcher, pas marcher. Et Ça, c'est c'est quand même ma cool. grande chance et ma grande force Ouais. aussi, puisque en fait, oui, et je suis très reconnaissante vis-à-vis de mon mari parce que voilà, c'est quand même une chance inouïe de se dire bon, je peux lancer un truc et me dire bon, on en a pas besoin pour manger quoi. Et enfin, tu vois, j'ai envie de le préciser parce que je sais qu'il y a des conjointes suiveuses qui nous écoutent et qui, justement, quand elles arrivent dans un pays, elles peuvent se poser la question, et moi, qu'est-ce que je vais faire? Mais, enfin, moi, j'aimerais tellement être dans cette situation Ouais. parce que Oui, avoir oui. une pression financière, c'est un poids qui te fait des fois prendre des décisions qui sont pas les bonnes parce que tu vas les prendre à cause de l'argent et pas forcément à cause en fonction de tes envies. Et donc, s'il y en a qui nous écoutent, surtout profitez de prendre ce temps pour vous, pour vous challenger sur des nouvelles choses ou pas, ou soit vous devenir un peu plus experte sur un domaine qui vous intéresse. Mais moi, je trouve ça C'est quelque chose génial. de nouveau en fait. Exactement. Voilà. J'ai jamais travaillé dans le tourisme et bon, pourquoi pas, je me dis si eux ils sont OK pour en fait, à partir du moment où toi tu t'es motivé, que tu as envie de donner le meilleur de toi-même et eux sont OK, après en étant transparent, en disant je suis pas, je veux dire, j'ai aucune expérience dans le tourisme ou quoi que ce soit, mais je parle plusieurs langues, j'ai quand même voyagé un petit peu partout, donc je peux aussi savoir, je peux imaginer les attentes et comment on peut tourner les choses et voilà. Enfin, si eux ils sont OK, il y a pas en fait, il y a zéro risque. Bah oui, et puis t'as tellement de valeur à apporter au projet que... J'aimerais bien, ouais, Mhm. j'espère en tout cas. Et Mais oui, de toute façon, si c'est ce que tu veux, tu l'obtiendras. C'est comme ça qu'il faut penser. voilà, exactement. Non, Manifestation. mais c'est ça, hein, c'est le mindset. Non, mais c'est exactement ça. Mhm. Donc oui, non, franchement, là, j'avoue, je me dis, en fait,
je le vois plus je vois les choses étape par étape, pardon, en me disant, bon, de toute façon, l'arabe, ici, ce sera non négociable. Enfin, si je vais arriver à faire quelque chose et à avoir une vraie valeur ajoutée, il faut que qu'on parle la même langue. Même s'il y a des gens qui parlent anglais, mais c'est pas pareil, en fait. C'est quand même, tu vois, puis je pense que tu vas pas atteindre le cœur des gens de la même façon, en fait. Parce que, et pour eux, et pour moi, l'anglais reste une langue qui n'est pas qui n'est pas notre langue maternelle et qui est une langue pratique, tu vois, enfin, utile. Donc, c'est pas la même chose. Non, et puis je pense que ça prouve aussi ton ouverture d'esprit et ton intérêt envers la culture. C'est sûr, bah, exactement. Puis en fait, si tu viens dans un pays, bon, bah après, je vais pas écrire des romans, hein, loin de là, ni lire le journal, enfin, tu vois, lire la situation géopolitique ou quoi que ce soit, mais un minimum, un minimum. Ça pourrait même être lancer un podcast spécialisé sur l'Arabie Saoudite pour toutes celles et ceux qui s'y intéressent, tu sais. Tu sais, enfin, ouais, c'est vrai, il y a plein de gens qui s'y intéressent parce que là, enfin, c'est tellement en train de bouger d'un point de vue économique que oui, si on veut faire quelque chose, c'est quand même une place à ne pas négliger. Il y a une autre question que je voulais aborder, je passe du coq à l'âne, mais c'est les températures. Parce que dans ce qu'elle disait, Laetitia, c'est que à l'inverse du Canada où il peut faire très froid, donc on va dans les centres commerciaux pour se réchauffer. Vous, c'est l'inverse, il fait très chaud dehors, donc vous allez dans les centres commerciaux pour vous refroidir. Comment tu le vis, ça? Pour le coup, je pense que effectivement ça peut être la différence entre Laetitia et moi, c'est que elle était sur la côte, donc en fait c'est la mer, c'est un climat plus doux. Nous, on est dans le désert, donc ça veut dire un écart de température mais inimaginable. Enfin, moi je n'imaginais pas. Et je pense que c'est vraiment la chose qui m'a surprise ici, c'est que on est arrivé fin octobre, donc on a eu un mois d'octobre, de novembre, c'était magnifique, et on est arrivé 30 novembre le soir, il s'est mis à y avoir un vent mais terrible et froid glacial. Et en fait, à partir de là, on est rentré dans l'hiver. Et là, je m'attendais pas à avoir des tempêtes. Nous, on a eu zéro à Riyad le matin. Quand mes enfants partaient à l'école à 7 heures du matin, il faisait zéro. Mais est-ce que après la journée, ça monte à 20-30 degrés? Ça monte un peu, ça monte. Enfin, il y a quand même, voilà, la journée, on pouvait avoir 15 degrés, très sec. Donc, c'est pas du tout, enfin, moi, j'ai toujours vécu au bord de la mer, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, je m'attendais pas du tout, enfin, j'avais pas l'habitude de cette sécheresse, tu vois, du climat. Et en fait, mon fils, il s'est même mis à avoir des problèmes de peau, tu vois, il a une peau un petit peu atopique. Et il m'a fait de l'eczéma. Enfin, on a cru qu'il avait eu des mycoses ou des trucs. Et en fait, il a un eczéma c'est pas vraiment un eczéma, mais en fait, il a une peau qui réagit vachement au froid. Et voilà. Donc ça a été une grosse, une claque quand même. Et là, maintenant, depuis un mois, il fait bon. Donc, là, tu vois, aujourd'hui, il fait quand même 35-36 degrés. On n'est pas encore dans les chaleurs d'été, mais on n'a pas vécu l'été encore. Mais voilà, on s'attend à des températures, ce que nous, on considère caniculaires. Mais je m'attendais pas à cette amplitude des températures. Ah, clairement. Est-ce que vous avez de la neige? Alors, nous, à Riyad, on n'en a pas, mais il y en a plus au nord. Il y a de la neige, oui, il y a des tempêtes de neige et c'est impressionnant de voir, tu vois, des caravanes de chameaux dans la neige. C'est pas la neige que tu associes, en fait. Mais ça existe. Ouais, tout à fait. Ah ouais, non. Je m'attendais pas à ça non plus, tu vois. Moi, je m'attendais un peu que température Dubaï, il fait chaud toute l'année. Non, pas du tout. Il y en a, enfin, tu vois, c'est par exemple la ville à l'ouest, à Jeddah, c'est plus comme ça. C'est plus ça, mais c'est pareil, c'est en bord de mer. Mais Riyad, non, tout ce qui est dans les terres. Après, il faut imaginer l'Arabie, comme le disait très bien Laetitia, c'est immense, c'est 4 fois la France. Donc, en fait, ouais, t'as plusieurs climats, hein. Enfin, t'as plusieurs, pas de décalage horaire, mais t'as des climats qui sont quand même assez différents. Le point commun, en été, il fait chaud. Non, mais c'est bien que tu le précises que c'est 4 fois la France parce que moi, j'aime bien toujours avoir un peu une idée des superficies et c'est vrai que du coup, c'est beaucoup. 3,9 fois la France. Donc, ouais. Waouh. Et je me souviens aussi quand j'étais arrivée dans les pays secs nord-américains, moi, je saignais du nez pas mal. Je crois que j'en avais déjà parlé, mais du coup, j'avais dû investir dans des humidificateurs à la maison parce que pareil, on n'est pas habitué en fait. Alors nous, on n'a pas encore investi là-dedans, mais je pense qu'on va pas y échapper, ouais, parce que quand il fait chaud, puis en plus tu rajoutes la clim. La clim, ça sèche encore plus. Ça sèche énormément, tu vois, toutes les voies respiratoires. Tu te lèves, tu vois, c'est sec. Donc je pense qu'on va le faire. Alors je disais à mon mari, c'est la schizophrénie, quoi. On était en Asie, on achetait des déshumidificateurs, on vidait des litres et des litres d'eau par jour pour assainir, et là on va acheter des humidificateurs. C'est trop drôle. Ah ouais, c'est le grand écart. Mais c'est ça qui est tellement beau dans vos vies, c'est que vous vivez des choses totalement différentes, et en plus en famille.
Donc franchement, c'est trop chouette. Je trouve ça vraiment trop chouette. Merci en tout cas de nous partager tout ça. Avant que je te pose ma petite question finale, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé aborder? Non, c'est plus, alors je suis pas encore embauchée par le gouvernement, mais faire la promotion de l'Arabie, parce que je pense que d'un point de vue européen ou occidental, l'Arabie souffre, enfin, le Moyen-Orient en général, mais l'Arabie en particulier, je trouve que souffre d'une mauvaise image, que ce soit au niveau des personnes, du climat, de l'ambiance et tout ça. Et en fait, c'est vraiment, moi je dis venez voir. C'est vraiment différent de ce qu'on peut, ce que les médias peuvent relayer. Et il y a une culture qui est hyper riche, parce qu'en fait, l'Arabie s'est construite avec plusieurs tribus de Bédouins. Donc même si on va à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, ça reste des populations, des populations bédouines, enfin des tribus bédouines, mais avec des cultures qui sont quand même assez différentes. La nourriture, on mange super bien. La base, c'est quand même riz poulet, je veux dire des plats traditionnels, mais il y a plein de légumes, les fruits sont juste magnifiques. Donc non, ouais, venez, franchement, venez découvrir, essayez quand on vient d'avoir un mindset ouvert, parce que de toute façon, ça va être très différent. Et voilà, et respectueux, parce que je me dis bon, les gens s'ouvrent, il faut autant montrer le meilleur de nous-mêmes, tu vois, pour que ça se passe bien en fait. Donc pour une nana solo comme moi qui parle pas l'arabe, est-ce que on se sent en sécurité? Est-ce qu'on Tout à peut fait. naviguer Oui. facilement dans l'Arabie? Oui, il y a pas de problème. À partir du moment où je veux dire, t'es respectueuse, il y a aucun problème. Mais tu vois, Charlotte qui est en Syrie, que j'ai rencontrée à Riyad, elle est venue, elle a fait un mois en road trip avec des copines. Elles étaient toutes les trois, et il y a pas eu de souci, hein. Ouais, tout s'est bien passé. Tout s'est très bien passé. Donc ouais. Génial. Écoute, ma petite question signature du podcast saison 7, tu la connais puisque tu écoutes tous les épisodes de Fille Expat, ou presque. Avec toutes les expériences que tu as vécues, et peut-être celle-ci plus, comme elle est un petit peu plus fraîche, qu'est-ce que tu dirais, quelle est la plus belle leçon que tu as appris sur toi-même? Je pense que la résilience en fait, et la capacité d'adaptation, je pense. Ouais, ce serait deux choses que j'ai apprises sur moi, et si j'avais pas eu cette vie-là, je pense que j'aurais pas connu cette version-là de moi. Et est-ce que tu envisages peut-être un jour un retour en France? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Non, franchement, je pense pas. En tout cas, avec les enfants, c'est certain. Même eux, tu vois, ils adorent la France, mais je pense qu'ils sont pas dans le. Enfin, ils se rendent bien compte qu'ils sont différents en termes d'état d'esprit. Et après, non, après, avec mon mari, quand on prendra notre retraite, on va aller au soleil. Non, je sais pas, mais non, franchement, on n'a pas l'endroit où on se dit on aimerait être, mais voilà, je me dis, on a encore, j'espère, de belles années devant nous. Le monde est grand. Et puis, par contre, je pense qu'on s'est, enfin, tu vois, je pense qu'on est dans l'esprit de se dire, en fait, on pourra même vieux, je pense qu'on pourra changer. Je pense qu'on a ce truc de se dire, on sera là où on sera bien au moment, à l'instant T. Et si vraiment ça nous convient pas, on changera, parce qu'on sait que le monde est grand et qu'il y a de la place pour tout le monde, quoi. C'est clair, et c'est ça qui est beau, justement, de pouvoir aller là où on se sent le mieux, et de pas rester toujours coincé dans un endroit parce qu'on pense que c'est là qu'on devrait rester. Exactement. Non, ça, je pense qu'on est assez, et même les enfants, je pense qu'ils sont assez au clair là-dessus, à se dire, bon, je pense qu'ils ont compris que la vie maintenant, elle était un peu faite de phases, en se disant, aujourd'hui, c'est ça qui me convient, mais je sais que demain, ma situation, elle va changer, je vais évoluer. Et donc ça me conviendra pas forcément, et donc je change, mais que ce soit un pays, que ce soit un travail, que ce soit je sais pas, la vie, quoi, une situation en général. Ouais, non, c'est magnifique. Et tu vois, c'est marrant parce que hier j'ai écouté un podcast où justement il y avait une nana qui a fait un tour du monde pendant 4 ans avec son copain, et elle disait que le plus beau compliment qu'elle a reçu de son entourage quand elle est revenue, ou quand elle est revenue en France, ou je sais plus à quel moment, c'est qu'ils lui ont dit qu'elle avait pas changé. Et j'étais, Ok. Ah, moi ça m'a surprise. Ah ouais. Moi j'avoue que non, je pense pas, et je sais que j'ai changé, et puis oui, si, clairement. Enfin, ça, ce sera pas quelque chose, mais je le verrai pas comme un compliment, tu vois. Mais pareil, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit quand même, Kelly qui va avoir 40 ans, j'espère bien que c'est pas la même Kelly qui avait 20 ans, en fait. Ouais, exactement. Non, mais c'est tout à fait ça. Et oui, tout à fait. Oui, je suis d'accord. Enfin, moi, je le percevrais pas comme un compliment, mais. Ouais, non, pareil. C'est pour ça que je me permets de te le partager, parce que tu viens exactement dire ce que je pensais aussi, et j'étais ça. Oui. Après, ça dépend, puisqu'elle fait un tour du monde avec l'optique de rentrer. Donc, en fait, elle veut pouvoir, comment on dit, fit, tu vois, peut-être dans dans là où l'environnement dans lequel elle va être. Alors que non, moi, au contraire, on est parti pour découvrir, on est parti pour changer. Et bon, je m'attendais pas à de tels changements, ça c'est certain.
Mais non, au contraire, je suis tellement reconnaissante de me dire qu'on vit tout ça. Et franchement, je me dis, oui, on a encore des choses à vivre. Mmh. Mais même, enfin, je me dis, même quand tu voyages, de voir la pauvreté de certains pays ou la richesse d'autres, c'est obligé que toi, dans ton mindset, tu vas changer. Enfin, c'est pas possible. Exactement. Bah oui. Ou alors, c'est que, je sais pas, t'es resté juste spectateur de ton voyage. C'est ça. Donc, je sais pas, ouais, peut-être. Mais bon. C'est comme ça. En tout cas, pour toutes celles qui nous écoutent, je me répète 50 millions de fois. Bon, toi, je sais que tu écoutes sur Apple Podcast les podcasts. Donc, pour ceux qui sont sur Apple Podcast, vous pouvez facilement nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Sur la page principale, on peut laisser qu'un seul commentaire. Mais s'il vous plaît, faites-le. Ça fait super longtemps que j'ai pas eu de commentaires sur Apple Podcast. On peut le faire qu'une seule fois, malheureusement. Toi, tu l'as fait, je sais. Mais tu peux plus en remettre, c'est ça le problème. Tu remets 5 étoiles. Tu remets 5 étoiles. Tu peux toujours remettre 5 étoiles? Moi, je le fais. Enfin, moi, je le fais à chaque fois. Je sais pas, hein, du coup, si ça marche ou pas, mais je remets 5 étoiles à chaque fois. Ok, ouais, c'est un clic, hein, c'est très rapide. Il suffit juste de scroller. Je crois qu'il faut scroller en bas. En bas de la page, tu vois, de la page principale avant que tu appuies sur play. C'est ça. Et tu vas mettre 5 étoiles. Ouais, parce que sur Spotify, c'est un peu compliqué. Il faut aller sur, je crois qu'il faut aller sur la page du podcast et il y a une deuxième page où il y a écrit à propos. Et ensuite, en petit à gauche, tu as des étoiles. Et là, donc c'est un petit peu plus compliqué à trouver. Pour les commentaires, là, il faut vraiment aller sur l'épisode parce que lui, la plateforme Spotify permet à chaque épisode d'être commenté. On peut réagir. Moi, je peux réagir et répondre aussi aux commentaires. Et tout ça, ça aide à mettre en avant le podcast. Donc, s'il vous plaît, à la fin de cet épisode, prenez ces quelques petites secondes. Et puis, de toute façon, toi et moi, on va se retrouver à Istanbul, certainement en 2026, Inch'Allah. Avec toutes les filles du podcast, ça va être génial. Et puis j'ai hâte de continuer à suivre tes aventures et voir quelles décisions tu auras pris, quelle tournure. Et j'aurai aucun souci à te retendre le micro au moment opportun. Je tiendrai au courant. Parce que même moi, je ne sais pas là. Mais oui, mais c'est ça qui est. Peut-être je fais complètement autre chose. Hein. Et c'est ça qui est trop chouette parce que là, on l'a bien, c'est enregistré. Et on en reparlera plus tard. Eh ben, merci beaucoup, Caroline. Un bisou à ta famille. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.